Bonjour chers internautes, mais également bonjour chers téléspectateurs de la grande chaîne EDEM officielle télévision. Merci beaucoup de nous renouveler toujours votre confiance. C'est bel et bien votre magazine tous les jours avec Fiston Yankoulé en animation. Nous allons parler aujourd'hui de la République démocratique du Congo et le thème c'est l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons à Kinshasa, tout ce que nous consommons à travers les pays arrive toujours de l'Europe. Prenons la bière, le jus, presque tout ce que nous consommons ici arrive de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour industrialiser la République démocratique du Congo avec le projet de 145 territoires, avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous parlons de la France, nous parlons de l'Allemagne, de l'Angleterre. Bon nombre de pays de l'Europe se sont développés avec ce que nous appelons l'industrialisation. Et aussi, c'est notre tour, la République démocratique du Congo, qui est les poumons de l'Afrique. Et comment faire pour industrialiser ces pays? Nous allons parler de ça pendant cette émission. Et je ne serai pas seul. Je vais recevoir pour vous monsieur Jean-François Arménien. Il est économiste et industriel. Il est économiste, président de la fondation Forme Africa. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de ces grands thèmes. Monsieur Jean-François Arménien, bonjour et bonsoir. Merci de pouvoir me redonner la parole sur votre chaîne. Après, je le dirais, 14 mois d'absence, où j'étais hospitalisé en France. Je reviens et je vois qu'il n'y a toujours pas d'action d'industrialisation en RDC. Alors que ça fait depuis maintenant plusieurs années que j'essaie de faire un plaidoyer, j'essaie de faire passer le message pour que les responsables politiques puissent s'approprier cette stratégie d'industrialisation. Voilà, nous allons parler de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, comme j'avais annoncé au début de cette émission. Quand nous disons industrialisation, quand nous disons industrialiser la République démocratique du Congo, bon nombre de personnes peuvent ne pas comprendre. Il faut essayer un peu de l'expliciter pour la meilleure compréhension de nos internautes. Ben, industrialiser, ça veut dire c'est prendre essentiellement les ressources naturelles du pays, oui, forestières, minières, agricoles, pêche, et de leur donner une plus-value par de la transformation, par du conditionnement, pour pouvoir les apporter à des consommateurs et à d'autres industriels qui en ont besoin aussi. Je parle du cuivre, je parle de l'étain, je parle de la classicité, du cobalt, etc. Donc, ce sont des étapes. L'industrialisation, c'est une étape qui prend les ressources d'un pays et qui lui permet de générer des revenus en lui donnant une plus-value dans la transformation, qui sont soit en produits de consommation courante, oui, soit éventuellement en produits finis nécessaires pour l'industrialisation industrielle dans d'autres pays. Voilà, donc aujourd'hui nous pouvons dire la République démocratique du Congo a presque tout. Nous avons des minéraux, nous avons les sols, nous avons presque tout, mais tout ce que nous consommons arrive toujours de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour industrialiser la République démocratique du Congo? Ben déjà, il faut une volonté politique. Là. Quelle est cette volonté politique? La volonté politique, c'est si vous voulez, dans le système, je dirais, de recettes de l'État, du budget de l'État, il y a différentes façons de pouvoir apporter du budget à l'État, soit en industrialisant, en faisant rentrer de la TVA, des taxes, des impôts sur les sociétés industrielles. Quand je parle d'industriel, c'est entreprise industrielle ou même artisanale, on en reparlera dans l'émission. Et il y a aussi le moyen de dire non, on ne développe pas l'industrie, on fait venir tous les produits, on taxe les produits et on fait des recettes en matière douanière, fiscale, à l'arrivée des produits à RDC. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un choix politique. Le choix politique aujourd'hui de l'industrialisation, ce n'est pas qu'un problème qui est en RDC. Si on se fie aux différentes réunions qu'il y a eu à l'Union africaine depuis des années, on a souvent soulevé le problème de l'industrialisation de l'Afrique. S'il n'y avait que la RDC qui n'est pas industrialisée, j'aurais dit que c'est un problème de la RDC. On peut dire qu'il y a bon nombre de pays en Afrique qui ne sont pas industrialisés. Voilà. Ils essayent. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont essayé, etc. Et de plus en plus, ce sont deux pays essentiellement, et le Nigeria, qui se sont industrialisés.
Mais les autres ne se sont pas industrialisés pour différentes raisons. Alors, les raisons essentiellement, c'est que pour industrialiser un pays d'une façon artisanale ou industrielle, oui, il faut, j'allais dire, une volonté politique et la structure pour le faire. Quelle est cette volonté politique et quelle est cette structure qu'il faut mettre en place pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de la République démocratique du Congo industrialisée? Alors, il y a 3 formes de développement de l'industrialisation. La première solution, elle peut être donnée au gouvernement sous forme d'un comité interministériel d'industrialisation. Je dis bien un comité interministériel d'industrialisation. Pourquoi? Parce que pour développer l'industrialisation, ce n'est pas le ministère de l'Industrie. Ce n'est pas le ministère de la PME, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture. C'est un ensemble de ministères. Parce que l'industrialisation touche toute une chaîne de valeur, de compétences, de métiers et de professions. Donc là, il faut parler en termes du gouvernement. Nous voyons le Premier ministre. Là. Voilà. Donc, ça, c'est une solution. La première solution, c'est le comité interministériel d'industrialisation. Comme actuellement, nous avons en France le comité interministériel de réindustrialisation. Nous sommes désindustrialisés. La deuxième solution, c'est un peu ce qui se fait au Maroc, en Tunisie, c'est un office ou une agence d'industrialisation. Et la troisième solution, c'est un haut commissariat à l'industrialisation, comme en Allemagne. Alors, ces 3 solutions aujourd'hui, pour les mettre en place, déjà il faut pouvoir, au niveau du chef de l'État, au niveau des politiciens de l'État, de savoir laquelle on va mettre en place. Moi, je préconise depuis des années le Haut Commissariat à l'industrialisation. Pourquoi? Parce que le comité... Là, vous proposez une structure que nous allons appeler Haut Commissariat à l'industrialisation. Voilà. Alors, parce que le comité interministériel d'industrialisation, il est, en RDC, il est dans les mains de différents ministres qui se sont aujourd'hui appropriés, par manque de structure de l'État en haut niveau, se sont appropriés chacun de faire du développement industriel. Mais ils sont seuls, ils n'ont pas les autres ministères. Voilà. Deuxièmement, cette solution, je ne la préconise pas, parce qu'aujourd'hui, les responsables politiques dans ces ministères ont des visions politiques et non pas économiques. Donc, il faut aussi essayer de mettre dans nos différents ministères des techniciens et non des technocrates. Non, vous avez en RDC, parce qu'il y a bon nombre de nos entreprises, mais également nos ministères. Vous allez voir le ministère de la Santé géré et patronné par un ingénieur en construction. Comment ça peut aller? Voilà. C'est pour ça que je ne reviens pas, je ne veux pas rentrer dans le détail des affectations. Je dis seulement que le comité interministériel d'industrialisation, je ne le préconise pas en RDC, parce qu'il y a des affinités relationnelles, politiques, amicales, qui font que les ministères sont plus ou moins gérés d'une façon indépendante et n'ont pas la vision des autres ministères. Donc je mets cette solution de côté. La solution de l'office de l'industrialisation, voilà. Je ne la mets pas non plus, je la mets de côté aussi, parce que de partout où il y a eu des offices d'industrialisation, ce sont les Occidentaux qui sont venus s'ingérer dans le fonctionnement de ces offices-là. Alors je préconise la troisième solution, qui est là une solution du chef de l'État, de ses conseillers, de son environnement, qui est le Haut Commissariat à l'industrialisation. Ah, d'accord. Parlons maintenant de cette troisième solution, l'Office pour l'industrialisation, selon c'est ça? Oui, l'industrialisation. Alors parlons plus de ça. Et nous allons aussi... le Haut Commissariat à l'industrialisation. Ça dépend du chef de l'État, ça ne dépend pas des ministères. C'est lui qui donne la vision et les objectifs. Le Haut Commissariat, c'est une structure de 5-6 personnes, pas plus. Oui. Qui va donner des prérogatives, ensuite, pour comment développer. Mais après, il faut rentrer plus dans les détails. Il faut que je vous donne les détails de comment on met en place l'industrialisation. Voilà. Nous allons aussi essayer de partager l'expérience de notre pays de l'Europe. Prenons aujourd'hui, au niveau de toute l'Europe, le pays le plus industrialisé de l'Europe, c'est l'Allemagne. Nous prenons aussi la France, ainsi de suite. Quel a été le secret de ces différents pays pour qu'aujourd'hui, qu'ils soient mieux industrialisés au niveau mondial? Ces pays-là, aujourd'hui, se sont industrialisés essentiellement à la fin du XVIIIe siècle, par la vision des chefs d'État qui étaient là en place.
d'accord, et qui est parti sur l'industrialisation à partir de l'artisanat. C'est-à-dire, il y avait en France, je vous donne un exemple, il y avait à peu près 2500 minoteries auprès des rivières qui marchaient avec des moulins avant, il n'y avait pas d'électricité, je vous parle des années 1700, 1800, il n'y avait pas d'électricité. Donc déjà, c'est un faux problème. Et je reviens avec du passé des anciens gouvernements de la RDC depuis 20 ans qui disent qu'on ne peut pas industrialiser parce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas de route. On a industrialisé la France, l'Allemagne, etc. J'allais dire, il n'y avait pas d'électricité. La France a un potentiel d'électricité que depuis les années 1960. Avant, les gens produisaient leur électricité eux-mêmes en fonction de leurs usines. Bon, mais tout est parti de l'artisanat. Il y avait des centaines de fabricants de biscuits, des milliers de sociétés agricoles, agroalimentaires. Ce sont ces structures-là qui ont été la base de, j'allais dire, l'adolescence de la création de l'industrie industrielle, la grande industrie. Voilà. C'est le départ de ça. S'il n'y a pas l'industrie, la RDC, vous avez un potentiel énorme. Vous avez plus de 250 000 artisans aujourd'hui. Mais le problème, ils sont dans l'informel, ils sont dans les ASBL. Ils produisent des meubles, de la ferronnerie, des parfums, des jus de fruits, de la confiture. Ça existe. Maintenant, l'État congolais doit venir en aide derrière ces différentes personnes. Oui, mais pour venir en aide, il faut une structure qui va s'occuper de ça. Alors, parlons Alors, si vous laissez les ministères faire ça, l'agriculture, la pêche, les PME, l'artisanat, vous n'arriverez pas parce qu'il n'y a pas de coordination. Il faut créer une nouvelle structure qui va commencer à s'occuper de cette opération. Voilà. Et je suis pour la solution allemande, c'est une solution qui me paraît juste, qui a commencé juste après la guerre de 1900, même avant, dans les années 1800 et quelques. Et je dirais même que ça a commencé avec l'idée déjà, quand ils se sont fait la répartition du traité de Berlin en 1885, les Occidentaux, les Européens avaient déjà l'idée de récupérer la matière première, les produits et de les transformer pour leur industrie. Alors, M. Jean-François Arménien, essayez un peu de proposer à nos autorités comment faire pour booster l'industrie artisanale en République démocratique du Congo, qui peut aussi en contribuer un grand nombre au budget national. Comment faire pour booster, pour pousser, pour avancer, pour aller loin avec l'industrie artisanale en RDC? La seule, c'est la formation. C'est la formation aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes depuis plus de 20 ans dans des formations à l'entrepreneuriat. Mais je le dis, les Congolais n'ont plus besoin de formation à l'entrepreneuriat. Vous avez formé des milliers, des centaines de milliers de jeunes à l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. Mais comme on ne leur a pas expliqué comment devenir l'entrepreneuriat, c'est une chose. Alors ils se sont mis dans les ASBL, ils se sont mis dans l'informel. Tous les gens que vous voyez, même un cambiste, il est dans l'entrepreneuriat. Et ça n'apporte rien au pays. Et ça, c'est voulu par un système, je dirais, occidental qui vous permet de ne pas vous développer à l'industrie parce qu'ils veulent garder ces possibilités à eux. Oui. Mais je reviens. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont été formés. Vous avez, je vous dis, à peu près 250 000 personnes, jeunes, moins jeunes, etc., qui sont dans l'entrepreneuriat. Il faut les former comme entrepreneurs. Vous avez des gens qui ont fait des études, qui ont des idées de développer le pays dans ses ressources naturelles, il faut les former comme promoteurs. Donc la première étape qu'il faut, le rôle de ce haut commissariat à l'industrialisation, c'est de former les Congolais, leur apporter cette formation pour être des entrepreneurs et des promoteurs. Voilà. L'étape suivante, qui est plus importante, c'est d'en faire des futurs patrons d'entreprise. Un cambiste, aujourd'hui, demain, il peut être un patron d'entreprise, il y a des évolutions. Alors, comment se font les évolutions? Quand vous avez formé tout ce potentiel, cette richesse du pays, je vous signale que quand même, ces 250 000 artisans informels que vous avez dans le pays, oui, ils génèrent plus de 10 millions d'emplois informels. Informels. 10 millions d'emplois informels. Qui ne profitent pas à l'État. Qui ne profitent pas à l'État. Qui n'amènent pas des recettes fiscales ni des recettes sociales. Et là, si je prends l'exemple de la CNSS, si on avait tous ces gens qui cotisaient, la CNSS pourrait donner la santé
à tout le monde de prendre les soins de santé, etc. Vous améliorerez le problème de santé. Donc, vous voyez, l'industrialisation permet d'avancer dans beaucoup de domaines. Dans le domaine médical, social, médical, mais aussi les infrastructures. On va y revenir dans le débat, puisqu'on va finir un peu sur les 147 territoires, si j'ai bien compris un peu la démarche. Mais ce que je voulais dire, donc, je répète, ces gens qui sont aujourd'hui, première étape, qui sont aujourd'hui dans l'informel comme dans l'entrepreneuriat. C'est le mot que vous utilisez, toujours l'entrepreneuriat. Non, il faut leur apprendre comment on devient des promoteurs et des entrepreneurs. Voilà. Avec un point particulier, c'est qu'il faut donner aussi aujourd'hui la mentalité de travailler en équipe. Parce que être dans l'entrepreneuriat, c'est être seul. Même si vous êtes dans une ASBL, la plupart du temps, il y a un seul patron, les autres, ce sont des employés, dans l'informel. Mais le point qui est important, c'est que pour développer une entreprise, c'est une équipe. C'est un professionnel, un comptable, un spécialiste de ressources humaines, un spécialiste commercial. C'est pour ça qu'on a créé les sociétés. C'est pour regrouper des associés ensemble qui vont apprendre à travailler. Donc chaque personne apporte sa partition. Sa partition dans le développement de l'entreprise. Si vous prenez, par exemple, un jeune qui fait des meubles en bois, par exemple, à Cité Verte, il fait des meubles en bois, il est tout seul, il a son matériel, mais si demain il passe dans une société, il faut lui apprendre qu'il va avoir besoin d'un comptable, quelqu'un qui gère le personnel, il va falloir faire des investissements, il va falloir faire un planning d'organisation du travail, c'est une autre méthode. C'est ça l'entrepreneur. Le promoteur, c'est différent. Lui, on va lui apprendre à aller chercher les partenaires. On va y revenir. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape première. Voilà. L'entrepreneur, le promoteur. Et quand ils sont là, on va les aider à se structurer en entreprise. Ceux qui ne veulent pas apporter les occidentaux en formation, actuellement, je répète, parce qu'on nous gave, je m'excuse de ce mot de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat n'a jamais développé l'industrialisation. Donc nous devons former les jeunes à leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'industrialisation artisanale pour qu'ils puissent maintenant devenir des patrons d'entreprise. Très bien. L'État congolais doit mettre vraiment l'œil sur la formation artisanale de la jeunesse congolaise pour faire en sorte que l'industrie artisanale soit aussi un poumon pour l'économie de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et aussi, M. Jean-François Arménien, nous allons d'abord parler du cas de la MIBA aujourd'hui. Oui, nous allons revenir sur ça. Parlons d'abord du cas de la MIBA. Aujourd'hui, MIBA est par terre. Comment faire pour relancer la MIBA? Aujourd'hui, la MIBA n'est pas à compter parmi les grandes entreprises, parmi les grandes industries ici en République démocratique du Congo. Or, avant, c'était de merveilles que la MIBA faisait par rapport à notre économie, par rapport à notre budget. Mais aujourd'hui, la MIBA est par terre. Comment faire en sorte pour que la MIBA soit relancée? Je reviens un peu sur ce que j'ai entendu. Rapidement. J'ai dit, aujourd'hui, pour développer l'industrialisation, il faut partir sur l'artisanat et il faut partir sur les promoteurs et les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que quand ils sont structurés en tant qu'entrepreneurs et promoteurs, ils vont pouvoir trouver des partenaires qui vont venir compléter leurs compétences, leur expérience et leurs moyens financiers, etc. Donc, la base congolaise doit amener les partenaires techniques, financiers, commerciaux, etc. Et là, je fais la liaison sur la MIBA. La question que vous me posez. La MIBA, aujourd'hui, est une société, aujourd'hui, sur laquelle j'entends depuis des mois, on cherche des investisseurs pour la MIBA. Non. La MIBA étant aujourd'hui, il faut voir son image. C'est une entreprise de l'État dans laquelle il n'a pas de gestion rationnelle. Donc la première chose qu'il faut faire, la MIBA elle est facile à remettre en route. C'est très facile. Toutes les sociétés de portefeuille... Donc c'est très facile pour relancer la MIBA. Oui. Première étape, il faut... pas que la MIBA. Oui. Parce qu'il y a d'autres sociétés minières qui ont les mêmes problèmes, qui n'arrivent pas à se développer. Je me rappelle à l'époque où j'étais à Louilou, dans les années 78, 79, 80, nous produisions réellement du cobalt. Aujourd'hui, on ne produit pas de cobalt. On produit des sels de cobalt, des concentrés de cobalt. C'est ça, c'est déjà la première étape de l'industrialisation. Mais on avait des compétences. Parce que nous avions plus ou moins des partenaires qui venaient s'impliquer dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, toutes ces sociétés de portefeuille, elles ont besoin de partenaires. Mais pour que le partenaire arrive, pas d'investisseurs, de partenaires qui vont venir donner, permettre la réorganisation
de l'entreprise. Cette réorganisation va donner un crédit à des partenaires pour venir s'impliquer dans l'entreprise. C'est la restructuration. Et quand les partenaires sont dans la société, les investisseurs vont venir tout seuls. Voilà. Je l'écris, je le dis, les investisseurs sont prêts à venir à RDC, mais ils ne vont pas mettre de l'argent dans une société comme l'AMIBA, dans laquelle on entend tous les jours qu'il y a eu de l'évasion fiscale, des tournements d'argent, etc. Donc, les deux premières choses à faire, il faut réorganiser et structurer l'AMIBA pour que cette entreprise puisse aller encore bien. Réorganiser, mais pas très bien, je vous parle de tout, c'est sûr. Il faut réorganiser l'AMIBA, il faut aller chercher des partenaires pour compléter les compétences qui manquent et les expériences qui manquent. Et deuxièmement, quand le partenaire va rentrer, donc on va faire une restructuration de la société, et après, cette restructuration va permettre après de faire venir les investisseurs. Sachant que le partenaire qui va venir, technique ou commercial, va amener ses financiers, ses investisseurs. Je donne l'exemple de KCC. KCC aujourd'hui a des partenaires dans la société, et ce sont ces partenaires qui ont amené les sociétés financières, qui ont amené les fonds, qui ont fait venir les investisseurs. Voilà le point qui est le plus important, les étapes à avoir. Réorganisation, restructuration avec les partenaires, des bons partenaires, pas des aventuriers, parce qu'on a rencontré. Moi, je vois tous les gens qui sont venus, qui parlent, et je continue à le dire. Mais qui a donné... Les aventuriers qui arrivent de l'Europe. De l'Europe ou d'ailleurs. Parce que comme on a la possibilité de faire dire à des gens n'importe quoi. Mais j'ai un exemple, j'en ai pas qu'un, j'en ai des centaines, de gens qui sont venus qui n'ont même pas la capacité, qui ne sont même pas techniciens, pour vendre des lignes de chemin de fer, pour vendre des centrales photovoltaïques, pour vendre des usines, etc. Et si on fait le point aujourd'hui de ces 3 dernières années, on a eu, au grand maximum, une centaine de partenaires ou d'investisseurs qui sont venus faire des usines. Centaines, à peu près. Que ce soit dans l'huilerie, que ce soit... Mais toujours, je pense à un projet d'huilerie qui s'organise, c'est le Congolais qui a été à la base. C'est toujours le Congolais qui doit être à la base, aujourd'hui. Mais on aurait pu faire, aujourd'hui, depuis 3 ans, on aurait pu créer 5000 entreprises, pas 100 entreprises. Mais qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui bloque? Je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas d'organisation logistique de l'industrialisation. La formation. Le point le plus important, c'est la formation. Un investisseur ne va pas venir faire une raffinerie de pétrole s'il sait qu'il ne va pas avoir des agents de maîtrise, des ouvriers, des techniciens, des cadres, des professeurs capables de gérer une raffinerie. Voilà. Et ça, ce sont les formations professionnelles. Vous êtes toujours dans le système européen qui vous permet d'envoyer après les jeunes à l'étranger pour se former et ils restent à l'étranger, donc on vous vole les compétences. Vous êtes toujours dans la LMD, mais moi je suis contre la LMD. Elle ne persiste pas, la LMD. Les Européens vous ont imposé la LMD. Aujourd'hui, c'est presque dans toutes les universités de la RDC. Oui, on a mis ça à la LMD. Moi je dis la RDC, ce que vous en ayez, c'est bon, mais toutes les autres universités, elles devraient être des universités professionnelles qui forment des licences professionnelles et des masters professionnels, qui sont des professions qui vont servir au développement industriel. Donc, juste pour terminer à l'AMIBA, un point particulier. L'AMIBA, vous n'avez rien exploité dans ses ressources. Je dis bien, je le dis, vous n'avez rien exploité. Parce que le diamant, il n'est pas qu'en surface. L'AMIBA, aujourd'hui, vous avez exploité entre 0 et 250. Il y en a encore en bon nombre. Mais il y en a dessous, jusqu'à 800 mm de profondeur. Donc l'AMIBA, comme beaucoup de sociétés minières aujourd'hui, l'évolution du pays par l'industrialisation, c'est d'avoir d'ici 10 ans une vingtaine de mines souterraines. Donc on peut dire sur les 100% de la réserve, il y a plus ou moins 80% qui est encore là. Ben, facilement. Voilà. Parce qu'on n'a pas été, aujourd'hui, on n'a pas été chercher le diamant, mais les autres produits, à des profondeurs. Regardez l'exemple de Kamoa, à combien ils descendent, à plus de 800 mètres de profondeur. Vous avez Kisro, où ils vont réouvrir la mine pour faire du zinc, c'est réouvert déjà, mais on est à 1100 mètres de profondeur. Vous avez Alpha Mine, qui vient de faire une mine souterraine, ils vont descendre peut-être à 500-600 mètres. Et vous avez Kibali Gold, qui est aussi dans les profondeurs. C'est ça les mines souterraines. La richesse, c'est sans profondeur. Voilà. Et faire l'industrialisation,
c'est mettre en exploitation les mines souterraines. Très bien, monsieur Jean-François Arménia, qui est notre invité de ces magazines Taux du jour. Il est économiste et il est le patron, économiste industriel. Il est aussi le patron de Forma Africa. Donc pour l'AMIBA, monsieur Jean-François Arménia vient de nous dire qu'il faut d'abord réorganiser l'AMIBA, il faut la structurer et il faut aussi mettre beaucoup de l'intelligence pour relancer l'AMIBA parce que la réserve qui est là, c'est plus ou moins le 80%. On n'a même pas encore touché à la grande partie de la réserve qui est de ce côté-là. Nous prenons le Grand Kasaï. Partout au Grand Kasaï, il y a encore vraiment du diamant, mais c'est mal exploité. Il faut essayer de relancer l'AMIBA. Et l'AMIBA va donner de l'emploi aux Kasaïennes et Kasaïens et l'AMIBA fera en sorte qu'aujourd'hui nous puissions diminuer l'exode parce qu'il y a bon nombre de Kasaïens qui fuient les Mbujimaï, qui fuient les Kananga, qui fuient les Kabinda pour tout juste venir à Kinshasa parce que l'AMIBA ne fonctionne plus. Donc les autorités faisons en sorte que l'AMIBA soit relancée, que l'AMIBA soit structurée et réorganisée. Ça sera une très bonne chose pour le développement de la République démocratique du Congo. Parlons maintenant de 145 territoires. C'est une vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, primo, pour la réussite des 145 territoires, mais également, quelle est la vision du chef de l'État par rapport à ces 145 territoires? Je ne sais pas, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est un beau projet, un programme de développement. La France aussi s'est développée par rapport à ces territoires, la Belgique, mais également l'Angleterre, l'Allemagne, se sont développés par rapport à leur territoire, à leur province. Donc la République démocratique du Congo a aussi ce devoir-là de commencer le développement en bas. Eh bien, je vous donne un exemple de mes cours universitaires aujourd'hui. Quand vous parlez de bas. Les 147 territoires, c'est un beau projet. Seulement aujourd'hui, c'est pareil, il n'a pas les tenants, il n'a pas les aboutissants. Il est au milieu. Mais vous parlez de l'exemple de l'Allemagne de la France. Qui a développé aujourd'hui les territoires en France, particulièrement au départ dans l'agriculture? C'est Napoléon Bonaparte en 1805. Voilà. Il a développé les fermes écoles d'entreprise. Il en a fait de partout, parce qu'il fallait prendre de la nourriture pour alimenter les militaires. Parce que quand il a fait la conquête de l'Égypte, il avait découvert que l'armée égyptienne était bien nourrie et que nous, l'armée française, était mal nourrie. Donc il a développé ça. Et donc il l'a fait de partout en France, il a développé, ça avait commencé avant, en 1600 et quelques, par le roi Henri IV, mais Napoléon a fait une étape plus importante. Il a dit, c'est bien, mais il faut faire des écoles. Il faut faire des écoles, écoles agricoles. C'est lui qui a mis ça en place en 1805. Donc, aujourd'hui, pour développer les 145 territoires, c'est bien beau de parler des infrastructures, les écoles, les ponts, les routes, etc. D'abord, premier point, qui va faire tout ça? Je me pose la question. Et là, je dis, quand on fait un projet comme ça, le premier élément qu'il faut faire, on aurait dû donner au ministère de la formation professionnelle ou à notre ministère l'objectif de mettre en place toutes les formations nécessaires pour réaliser ces projets. Pas que pour les réaliser, pour les gérer par la suite. Et ensuite pour les maintenir en bon état. Oui. Ça veut dire les entretenir, faire la maintenance, etc. Et leur permettre leur développement. Ça, ce sont l'ensemble de la formation nécessaire. Et je vous donne juste un chiffre. Sur l'ensemble des 8000 projets, parce qu'il y a plein de petits projets, etc., on peut faire facilement, je ne pense pas me tromper, plus il aurait fallu former, pour réussir les 145 territoires, il aurait fallu former 200 000 jeunes personnes, ou jeunes ou moins jeunes, pour s'approprier ces projets-là. Voilà. On se les pas, la formation ne s'est pas appropriée tous ces projets-là. On compte sur des gens de l'étranger pour venir construire les centrales photovoltaïques, aménager les bureaux, etc. Vous verrez, il y a déjà eu des projets affectés, on les a donnés à des sociétés étrangères. Donc il faut utiliser la main-d'œuvre locale là. Il faut les former. On peut rattraper tout ça, c'est juste pour rattraper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est quand ces éléments vont être mis en place, qui va les gérer? Et là, je dis que
le gouvernement n'a pas utilisé la société civile, s'il y a des moyens avec les structures ASBL, ONG, ONGD, associations, coopératives, plateformes, fondations, pour venir s'approprier les projets pour leur donner de la pérennité dans le temps. Sinon, vous allez aménager des routes, mais dans un an, elles seront abîmées. Voilà. Aménager des hôpitaux, il n'y aura pas d'entretien. Aménager des écoles, il y aura des problèmes de manque d'effectifs, etc. Donc, la société, on n'a pas utilisé la société civile, c'est resté dans les mains, excusez-moi, des politiciens. C'est bon, ma vision que j'ai, et d'autres ont aussi la vision, c'est pas que moi qui l'ai. Aujourd'hui, la société civile, qui a tout un potentiel de compétences pour gérer ces projets-là, ne s'est pas approprié le projet. Les projets aujourd'hui ne sont pas appropriés par la société civile, encore moins par la population. Donc, si je vous suis bien, il faut associer presque tout le monde, associer la société civile, associer aussi de grands centres de formation des jeunes pour que ces jeunes-là qui seront utilisés pour les 145 territoires, pour la construction des routes, pour la construction des hôpitaux, mais également pour l'entretien de tous ces différents de tous ces projets qui vont être mis en œuvre et qu'il va falloir mettre en place, gérer, coordonner, développer. Et les compétences des Congolais, elles existent. Voilà. Je suis en RDC depuis 45 ans, 46 bientôt. 46 ans. Je peux vous dire une chose, les Congolais ont les compétences. Voilà. Seulement, on ne les met pas à la bonne porte pour qu'ils puissent se mettre en œuvre avec un petit encadrement au départ, d'accord? Et je vous dis, je l'ai fait dans beaucoup de sociétés, j'ai remplacé des expatriés par des jeunes Congolais qui sortaient des études, on les a formés pendant 3-4 mois avec des tuteurs, pas des formateurs, des tuteurs formateurs dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un point particulier. Voilà. Vous n'avez pas, dans le code minier, le code forestier, vous n'avez pas imposé les moyens de formation des Congolais, je le dis ça depuis des années, de mettre dans les entreprises, de former impérativement des Congolais pour prendre les postes des expatriés. Voilà. Et on voit à la fin, quand la société minière ferme, les compétences sont pas. Ils sont formés, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas formés, ils ont quelques compétences, mais pas des compétences pour pouvoir permettre une pérennité du développement de ces activités minières, agricoles, etc. Prenons un exemple. Les gens qui ont été dans le projet Bucana-Lonzo, les gens, il y avait des expatriés, on a formé des Congolais. Est-ce que ces Congolais sont capables aujourd'hui, sans les expatriés, de gérer ça? Non, parce qu'on ne les a pas formés. On leur a donné un minimum de formation, mais pas la finalité pour qu'ils se développent. C'est là le grand problème qu'il y a actuellement. Et ce n'est pas vous, ce n'est pas qu'un problème de la RDC. C'est une stratégie qu'il y a sur tous les pays d'Afrique, pas tous les pays d'Afrique, parce que le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont réussi à sortir de cette géopolitique. Même aussi l'Afrique du Sud, on peut dire. Même l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est l'un des pays africains le plus industrialisé. Oui, mais qui a l'industrie? Au niveau de... En Afrique du Sud, aujourd'hui, l'industrie est dans les mains de qui? Je ne veux pas dire de Sud-Africains, mais qui sont des Sud-Africains d'origine indienne, européenne, américaine, canadienne. Pas des autochtones du pays. Voilà. C'est le même problème en Australie. L'Australie est un grand pays minier, mais tout le secteur minier appartient à des investisseurs, entre guillemets, d'origine étrangère. On n'a pas formé les autochtones à s'approprier la mise en valeur de leurs ressources naturelles. Alors, à RDC, c'est pareil. On n'a pas formé réellement. Oui, je n'ai pas dit qu'on n'a pas formé. On a fait quelques impacts pour marquer le coup. Dans le sud Chibourg, je vois, on fait du manœuvre. Mais on ne va pas très loin. On n'est même pas dans la vision mondialiste de la nouvelle économie qui se met en place. Voilà. Monsieur Jean-François Arménien, nous venons de parler de l'AMIBA. On vient aussi de parler des 145 territoires parce que nous allons déjà vers la fin. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les ressources congolaises soient transformées sur place? Prenons le cas de minerais de la République démocratique du Congo. Prenons le cas du pétrole congolais. Prenons le cas de toutes les différentes richesses qui se trouvent en République démocratique du Congo. Comment faire pour que tous ces produits soient transformés ici en République démocratique du Congo? Alors, le premier point aujourd'hui... Pour le pétrole, il faut raffiner ici. Pour les diamants, pour le cuivre, ainsi de suite, pour qu'ils soient transformés ici.
qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la manière que les autorités congolaises peuvent utiliser pour que tout soit transformé ici, que nous ne puissions plus dépendre de l'Europe? Parce que tout ce que nous consommons, tout ce que nous utilisons ici, en République démocratique du Congo, sont toujours importés. Alors non, le grand problème aujourd'hui, c'est un problème géopolitique. Voilà. Vos décideurs, vos dirigeants sont sous l'emprise de la géopolitique internationale. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. C'est pour ça qu'il faut débuter. Vous ne pouvez pas aller d'un seul coup dire nous allons industrialiser avec des grandes entreprises industrielles au Congo. Parce que vous allez avoir, parce que la finance, les moyens financiers, en électricité, tout ça, c'est quand même les Occidentaux qui les donnent. Donc la Banque mondiale aujourd'hui ne va jamais donner des milliards comme on donne aujourd'hui pour aller faire des guerres, ce que donne l'Europe pour faire des guerres ou les Américains. On ne va jamais donner aujourd'hui, je vous donne un chiffre, 100 milliards pour que la RDC développe l'électricité, les routes, l'eau et l'électricité. Jamais. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui, ça c'est la géopolitique. Pour pouvoir le faire, il faut le faire avec, j'allais dire, une stratégie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut partir sur l'artisanat, doucement. Vous avez l'exemple, je vous ai dit, à un certain moment, on fabriquait le cuivre industriel au Congo, et on fabriquait des objets en cuivre, casseroles, etc., des tôles, des objets, des lustres, etc. On fabriquait même le bronze et le laiton. Le bar de fer, ainsi de suite. Voilà. Ça, on a arrêté parce que ça a été une volonté de certains Occidentaux de manipuler, c'est la manipulation géopolitique, pour que ça soit aujourd'hui, que ces produits arrivent en RDC. Mais je vous donne l'exemple, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est ça la question, la base. Non, mais je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le développement. J'ai l'exemple, par exemple, de l'étain. Si on apprend, les creuseurs aujourd'hui, ils sont structurés pour aller, on les a appris à extraire le minerai du sol. Mais on ne leur a pas dit comment on peut prendre la cassitérite aujourd'hui pour faire de l'étain. Mais il y a 5000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, on produisait déjà l'étain. Il n'y avait pas d'électricité. On faisait des vases en étain. On les trouve dans les partout, à l'époque de Jésus. On produisait du bronze. Il y avait une technique là utilisée par nos ancêtres. Oui, on produisait l'étain, le zinc, le laiton, le bronze, le cuivre, l'or, artisanalement depuis 5000 ans. Il faut apprendre ça aux gens, ils vont produire. On produisait déjà la farine. On produisait la boisson, la bière était fabriquée à l'époque de l'Égypte. On fabriquait la bière, les esclaves africains qui construisaient les pyramides. Là en Afrique, c'était artisanalement fabriqué, transformé. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'industrialisation. Comment faire pour réellement raffiner le pétrole ici au Congo, pour transformer les diamants, les cuivres, ainsi de suite au Congo? Le diamant, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une école des tailleurs. J'ai mis à Madagascar, on a formé plus de presque 2000 personnes à savoir polir, tailler, pré-tailler les pierres précieuses, diamants, rubis, saphirs, émeraudes, etc. Mais en RDC, on est un pays dans lequel il y a du diamant, il y a la tourmaline, il y a des rubis, il y a des chouettes, mais on n'a pas appris aux gens à les tailler. Il y a presque tout. Oui, mais on n'a pas appris aux jeunes à une école de formation, il n'y a pas d'école, des métiers de la mine, des métiers pour apprendre à transformer les produits miniers. Voilà. Je reviens toujours, le grand problème de la RDC, parce que vous avez écouté les Occidentaux, vous êtes dans les pattes des Occidentaux par cette géopolitique, vous n'avez pas développé la formation professionnelle. C'est ça le grand problème. Voilà, Monsieur Jean-François Arménien, nous vous donnons 1 minute 30 secondes pour essayer un peu de globaliser, en grosso modo, tout ce que vous venez de dire et donner des pistes de solutions et aussi dire aux autorités par rapport à vos compétences, par rapport à vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la République démocratique du Congo, au gouvernement congolais, pour que la République, la nation congolaise, soit réellement industrialisée? Je dis c'est très simple. J'apporte à la RDC mes 45 ans d'expérience dans le développement industriel de l'Afrique, dans différents pays, et je dirais même les compétences que j'ai acquises dans ma famille, etc., dans la fabrication des chaussures, des vêtements, etc., dans l'industrialisation du vêtement, des habits. C'est ça, c'est la base de mes origines arméniennes, si vous voulez, surtout dans la région marseillaise.
Donc aujourd'hui, c'est le point le plus important, c'est que l'État mette en place une structure d'industrialisation dans laquelle j'apporte ma compétence, mon expérience, mais il y a d'autres Congolais qui peuvent venir, qui ont aussi des expériences et des compétences. Je parle de Congolais de RDC, je ne parle pas de la diaspora, je parle de ceux qui sont là, qui ont connu la colonisation, qui étaient déjà des cadres dans les années 60-70, qui maîtrisaient déjà la transformation, on faisait du savon, on faisait le coton, on faisait tout ça. Ces compétences, elles sont là comme moi, on a 70 ans, on les a encore. Qu'on nous donne la possibilité de mettre en place un haut commissariat à l'industrialisation, avec ces gens-là, je vous dis, maximum même une dizaine de personnes, qui ont des compétences dans différents domaines, les mines, la forêt, l'agriculture, le coton, la pêche, et nous allons développer l'industrialisation. Première étape, formation professionnelle. Deuxième étape, transformation de tout ce qui est informel et SBL en PME artisanale. Il y a des textes, il y a des lois à voir, etc. Et puis, troisième démarche, adressée au chef de l'État, que quand il fait des missions à l'étranger, il ne cherche plus les investisseurs, mais il va voir directement des partenaires qui sont déjà des industriels dans un domaine. Il va visiter leur usine et leur dit, venez prendre. Et j'ai l'exemple du président Béziers, en Côte d'Ivoire, qui a été voir le patron de Yoplait en France, qui lui a dit, venez faire une laiterie parce que je n'ai pas de laiterie. Il y a une différence entre investisseurs et partenaires. Bien sûr. Le partenaire, c'est celui qui va amener la compétence, l'expérience, le savoir-faire. C'est ça le partenaire. L'investisseur, c'est celui qui amène de l'argent et qui veut avoir un bon retour d'investissement. Ça veut dire qu'il va prêter de l'argent et veut le récupérer avec 7, 8, 10% d'intérêt. Très bien. Voilà. Continuez votre conclusion. La conclusion, c'est ça, c'est la mise en place d'un haut commissariat. Ce que je préconise, c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que les responsables politiques ont d'autres idées, mais pour moi, la solution, c'est un haut commissariat à l'industrialisation qui va s'occuper de générer tout un plan, une stratégie qui va s'adresser à tous les ministères. On va donner des prérogatives, on va donner des directives, on va donner des stratégies, c'est ça le haut commissariat, au ministère, aux structures de l'État, oui, et au chef de l'État lui-même, à son cabinet, pour savoir comment il va aller chercher ses partenaires pour développer la RDC. Très bien, là c'était l'économiste industriel, M. Jean-François Arménia. Il est le promoteur et président de Forme Afrique. Ça se trouve où et comment vous contactez? Alors, la Fondation Forme Afrique se trouve à l'immeuble CTC, au rez-de-chaussée de l'immeuble, en allant vers les ascenseurs. Voilà, je peux pas dire. Là, c'est au niveau de la commune de la Gombe. Merci, c'est lui qui était notre invité. Nous venons de parler de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Il faut cesser ces phénomènes de consommer tout ce qui arrive de l'Europe. Il faut aussi essayer de consommer congolais, de consommer local. Ça serait une très bonne chose. Vous ouais, je voulais dire une chose. Dans la crise européenne qu'il y a aujourd'hui, militaro-politique, tous les produits européens qu'on trouve dans les supermarchés ici vont avoir une augmentation dans les 6 mois à venir, au moins de 20 à 30% pour les coûts énergétiques, la main-d'œuvre, etc. Voilà. La vision aujourd'hui, c'est de profiter de ce moment-là pour faire de la fabrication locale. Mais vous avez aussi deux autres éléments qu'il ne faut pas en considération, c'est l'ouverture de la ZEFCA, de la zone de libre-échange aujourd'hui commerciale africaine, qui vont faire que les produits de Rwanda, de l'Angola, de Brazzaville, de Centrafrique et d'autres pays africains vont venir du Kenya, Zambie, etc. à RDC. Voilà. Et ça, c'est mauvais pour nous parce qu'on sort des devises. Hein. Oui, ça devrait être l'inverse. C'est nous qui devons produire pour essayer d'envoyer à l'étranger dans ces pays-là. Nous devons exporter aussi. Exporter. Et vous avez aussi AGOA, qui est la norme, les échanges avec les États-Unis. Très bien. Là, c'était M. Jean-François Arménia. Donc, j'allais dire, il faut relancer l'industrie congolaise. Les autorités, nous demandons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son gouvernement, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, mais aussi les parlements, il faut produire des lois qui feront en sorte que la République démocratique du Congo soit industrialisée. Mettons aussi un œil du côté
du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il faut aussi relancer ces parcs parce que ça fera en sorte que Kinshasa et le reste du Congo central et Bandundu, que nous soyons bien servis à produits alimentaires. Et aussi au niveau de la MIBA, les autorités congolaises faisant en sorte de réorganiser et de restructurer la MIBA, la GECAMINE, mais également toutes les entreprises de mines de l'État. Il faut faire en sorte que ça puisse un peu changer la République démocratique du Congo avec la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'entendons pas toujours le partenaire, les investisseurs, mais il faut faire en sorte que les jeunes Congolais, la population congolaise soit vraiment formée et formée. Ça fera en sorte que du côté artisanal, du côté industriel, que nous puissions aller de l'avant. Parce qu'il y a un rapport récent, il y a un rapport récent de la Banque mondiale qui est en train de dévoiler que la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus pauvre du monde. C'est vraiment la honte, c'est vraiment de la honte. Les autorités, faisons quelque chose. Merci beaucoup à vous les internautes, venez de nous suivre du début jusqu'à la fin. Merci de s'abonner massivement et massivement à notre chaîne EDEM TV officielle. Allez vous abonner, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir à chaque instant nos émissions, nos avis. Ça serait une très bonne chose. Et j'aimais aussi commenter et aussi faites un peu de critiques par rapport à l'émission de ces jours. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci à toute la hiérarchie. Et à la présentation, c'était Fiston Yankoulé, les Jésus de la presse. Merci.